j'ai le plaisir d'animer cette dernière table ronde. Et j'ai le plaisir d'accueillir, et je vous propose de commencer par les applaudir, Pauline et Valérie. Voilà, bonjour. Je vais vous passer le micro, comme ça vous allez pouvoir vous présenter, ça va quand même être plus sympa. Pauline, je laisse l'honneur. C'est gentil de nous applaudir avant qu'on ait parlé, comme ça, au cas où. C'est comme les cadeaux de Noël. Voilà. Donc, je m'appelle Pauline Kiechman et je m'occupe de la formation pour le groupe Kering. Super. Et donc, je suis Valérie Bernard, je suis DRH de Deezer, voilà, depuis 1 an. Merci beaucoup à toutes les deux de venir pour cet événement Forward, 3e conférence. On a choisi de parler de développement des compétences, de formation et de ROI de la formation. Comment on s'assure que chaque action de formation qu'on va avoir le maximum d'impact dans des contextes et dans des entreprises différentes, comme on l'a fait depuis le début de Forward. Et donc, intéressant d'avoir vos 2 points de vue, et chez Deezer et chez Kering. Comme on l'a fait pour la première table ronde, je propose de commencer par un petit pied dans le plat. Je disais, c'est le retour du déjeuner. Là, c'est la fin de la journée. Fin de la journée, ça va, il est 17h. Pour être sûr que vous êtes encore avec nous, donc petit pied dans le plat. Vous devez lancer une formation pour l'équipe commerciale. Une équipe terrain qui est vraiment bien occupée. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Et puis, la formation, c'est pas vraiment leur truc. Et donc, c'est une formation sur la CNV, la communication non violente. Et vous décidez de choisir le nom de cette formation qui sera inclus dans le mail de convocation à envoyer aux participants. Comment vous l'appelez? Et donc, vous avez 4 choix. Pareil, on va voter à main levée en indiquant avec vos petits doigts. Le premier, CNV, la méthode ultime pour faire de chaque collaboration un succès. Choix numéro 2, bien communiquer de manière non violente avec des techniques de coaching éprouvées. Choix numéro 3, communiquer clairement et adresser sereinement les tensions avec vos collègues et vos clients. Et le 4e choix, les techniques de communication simples et efficaces qui améliorent le bien-être collectif. Allez, à 3, on lève la main. 1, 2 et 3. Je vois beaucoup de j'en sais rien. Je vois beaucoup de 4 quand même. Ouais, Pauline, d'accord avec moi. En ligne, on me fait un signe. Et voilà. Merci beaucoup. On voit que c'est un sujet qui n'est pas évident. Moi, j'aime bien le 3, communiquer clairement, adresser sereinement les tensions avec vos collègues, qui vise plus sur la fin et sur à quel usage ça va vous servir. Mais après, on va pouvoir en débattre. J'aurais eu d'autres options, par exemple. Comme quoi travailler sans s'entretuer. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ou remettez du love dans votre quotidien. Voilà. Ça aurait été un bon thème pour la première table ronde. Je regarde, on est là, on a parlé de mode de collaboration. Voilà, comment on arrive à collaborer sans s'entretuer ou en s'aimant. Voilà, c'est aussi un vrai sujet. Quoi qu'il en soit, pour rentrer dans le vif du sujet, ça nous fait une bonne entrée en matière. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur la stratégie sur la formation et pourquoi c'est important d'avoir une formation une stratégie de formation qui est tout simplement cohérente avec la stratégie d'entreprise. Est-ce que Valérie, tu peux revenir là-dessus? Bien sûr, avec plaisir. Déjà, merci de m'avoir invité et d'avoir pensé à Deezer. Je t'en prie. C'est quand même cool d'avoir une audience de HR, de partager ensemble. En fait, moi, je pense qu'une stratégie de formation, elle ne se suffit pas elle-même. Ça n'a pas trop de sens de faire de la formation pour de la formation ou de se faire des programmes en tant que HR parce qu'on considère que c'est chouette de faire de la formation ou une obligation, ce qui est encore pire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien à faire très, très direct avec la stratégie de l'entreprise. Du coup, plutôt que de recueillir des besoins via des entretiens annuels et faire des Excel sheets avec une collection de demandes individuelles, de réfléchir beaucoup plus en amont avec le management et au plus haut niveau. Je pense que la formation, ça doit être discuté au niveau du comité de direction. Ça ne doit pas être qu'une affaire de management opérationnel. Et puis, nous, HR, on est plutôt là pour les aider à exprimer ça. Donc, on fait pas mal de workshops, en fait. Donc, dans nos entretiens annuels, il y a forcément des demandes individuelles. Donc, c'est le moment peut-être de les évacuer, justement, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus intelligent à faire pour ces gens-là. Et donc, on travaille beaucoup plus sur des réflexions sur où t'en es aujourd'hui, c'est quoi justement ta stratégie de business ou d'activité ou de département pour demain et après-demain, et puis comment tu dois upskiller les gens et donc comment on doit accompagner les collaborateurs à délivrer ça. Donc, sachant que ce qu'on leur dit, c'est que si tu as besoin de délivrer une stratégie, c'est quand même mieux d'avoir la bonne personne au bon moment pour pouvoir, d'une part, l'implémenter correctement et puis les défendre aussi
le point de vue managérial. Donc on travaille beaucoup en amont, au niveau du comité de direction, on a la chance chez Deezer d'être une organisation people-centrique. Donc c'est un thème qu'on doit discuter tous les ans, et on arbitre le budget tous les ans, collectivement. Et tu disais, quand on préparait, que vous impliquez particulièrement les managers. Tu avais un exemple sur le feedback, je trouvais ça intéressant à partager. Alors, ça aussi, c'est-à-dire que de plus en plus, on en reviendra un petit peu après quand on va discuter, ça c'est une de mes convictions, c'est que on est meilleur formateur quand on a expérimenté soi-même, quand on a fait soi-même, on a eu des succès, des erreurs, peu importe la thématique, qu'elle soit de hard skills ou de soft skills. Donc du coup, on implique de plus en plus dans nos ateliers, dans nos workshops, dans nos trainings, des co-animations avec des managers qui ont fait auparavant la thématique. Donc ça nous permet effectivement aussi d'être plus opérationnels parce qu'ils vont aussi discuter de leur propre vulnérabilité face à certains sujets et en même temps de leur propre secret sauce. Donc ça enrichit vachement nos learnings et nos trainings. Ouais. Super, donc on part des collaborateurs, on essaie d'être au plus proche des problématiques terrain. Ça nous parle chez Nouma, le côté ancré dans le réel, bien sûr. Merci beaucoup Valérie. Toi, Pauline, côté Kering, comment on fait? Surtout que vous avez un contexte qui est un peu particulier. Vous avez juste 50 000 collaborateurs chez Kering. Comment on fait pour avoir une stratégie formation? Voilà. Comment on fait pour avoir une stratégie de formation, de learning, quand on est un groupe mondial comme Kering? Alors, nous, on a une histoire qui est un tout petit peu différente, parce que oui, on a 50 000 collaborateurs dans le monde, mais on est organisé par maison. Donc la plupart d'entre vous connaissent peut-être pas d'ailleurs Kering, c'est OK. En fait, chez nous, ça marche comme ça. Par contre, je suis à peu près sûre que chez vous, dans cette salle, tout le monde connaît Gucci. Voilà. Donc chez nous, on parle de nos marques et on parle assez peu des choses qu'on fait en tant que groupe. Et moi, je suis arrivée au moment du Covid. J'avais choisi vraiment le meilleur moment pour intégrer un groupe international avec un job global, le 16 mars 2020. Donc j'ai passé les 18 premiers mois à faire le pompier, à essayer de juste faire, dans ce contexte où on n'avait pas trop le choix, parce que pour le coup, la formation, c'était quand même très important à ce moment-là. Et après ça, on a fait toute une réflexion sur... on a fait un vrai audit, on a reparlé avec toutes nos marques, tous nos interlocuteurs, etc. Et on a fait une stratégie sur 3 ans, parce qu'en fait, le changement, c'est long quand on a un paquebot comme ça. Et donc, on s'est vraiment dit, qu'est-ce qu'on va faire sur ces 3 prochaines années ? Alors, je vous passe les détails de toutes les étapes de la stratégie. En revanche, ce qu'on s'est vraiment dit, c'est il faut qu'on ait une stratégie en 3 temps. Alors, je vais le dire en anglais, je peux le traduire en même temps, mais la première, c'est hum. La deuxième, c'est sing, et la troisième, c'est shout. Donc, si on prend cette analogie du bruit, la formation, c'est tout le temps, ça doit être un bruit de fond en permanence. Donc, communiquer dessus, parler des outils, parler des outils digitaux, le catalogue de formation, les inscriptions, etc. C'est tout le temps. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mis en place. La deuxième, c'est ce moment où on entend une vraie chanson, où on chante. Et ça, c'est la formation managériale auquel vous êtes invité à faire pendant 2 jours, une fois de temps en temps, le programme d'executive development incroyable auquel on va vous inviter, etc. Et puis, on a implémenté un moment Shout, qui est notre Global Learning Day. Et là, on a vraiment travaillé, je peux rentrer plus dans le détail pour ceux que ça intéresse, mais pendant 18 mois pour mettre en place cette action collective qui a eu lieu l'année dernière pour la première fois et qui aura lieu dans 2 jours pour la deuxième fois. Vivement que ça soit fini. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la formation au premier plan. C'est-à-dire que moi, de là où je suis, je ne peux pas dire à chacun des collaborateurs de mon organisation, c'est ça qu'il faut que tu apprennes. Si tu fais du merchandising en Corée, pour Balenciaga, j'en sais rien en fait. En revanche, je peux te dire, voilà les outils que tu as à ta disposition, voilà le process par lequel tu peux réfléchir à ce que tu dois apprendre, voilà les discussions que tu peux avoir avec ton manager. Et une fois que tu sais de faire tout ça, moi je mets à ta disposition des choses. Et c'est toi qui vas aller choisir, t'inscrire, le mettre en place. Donc le Global Learning Day, ça nous a permis de mettre ça en avant l'année dernière. On a eu plus de 17 000 personnes à travers le monde qui ont participé à cette journée-là. Et donc, ça a été vraiment un moment amplificateur de cette stratégie. Hyper intéressant, on pourra y revenir, cette notion d'amplification et de marketing de la formation, évidemment, mais je retiens cette notion d'engagement et d'être là
en vecteur d'engagement sur la formation pour donner envie d'apprendre. Merci beaucoup. Je propose de passer à un sujet suivant, qui est le sujet finalement des méthodologies, des formats. Aussi, tu parlais du Covid, qui a quand même changé. Il y a eu un après et un avant et un après Covid sur les formats, sur les expériences de learning qu'on propose. Et finalement, ça m'intéresse de vous entendre toutes les deux sur aujourd'hui, finalement, c'est quoi votre réponse, c'est quoi vos bonnes pratiques pour s'assurer que via la formation, les participants changent vraiment. Donc finalement, quel format, pour quelle population? Peut-être Pauline, tu peux continuer? Oui, alors effectivement, le Covid, ça a beaucoup changé. Je me souviens d'un de mes anciens boss que tu connais qui disait « Non, mais le e-learning, ça ne marche pas ». D'accord. Heureusement que ça marche un tout petit peu, parce que sinon, ça aurait été compliqué. Voilà. Donc ça a changé beaucoup de croyances. Nous, on a vraiment des formats multiples qui vont dépendre de ce qu'on essaye de faire. Donc le format est au service du contenu, pas dans l'autre sens. On a évidemment du coaching individuel à tous les niveaux. On a des plateformes en ligne qui permettent de l'offrir à plein de collaborateurs. On a aussi des coachings plus chers, plus exec, etc. On a mis en place beaucoup de co-développement parce qu'en fait, on s'est rendu compte que s'appuyer sur les compétences et les connaissances des gens déjà à l'intérieur de l'organisation, c'était quelque chose qui marchait extrêmement bien. Donc, ne pas croire que le savoir vient toujours de l'extérieur, de l'expert, de l'apprenant. Ça a vraiment extrêmement bien marché. Et puis, en plus, les gens se mobilisent parce qu'ils sont avec leur pairs, ils ne veulent pas les décevoir. Donc, l'aspect social est hyper important chez nous. On a développé un nouveau format pour le Global Learning Day qui s'appelle des masterclass, où on a un contenu qu'on a développé hyper concret, hyper opérationnel de 60 minutes. On a formé plus de 350 ambassadeurs dans le monde. On l'a traduit, évidemment, dans 16 langues. On a utilisé un programme de train the trainer et on l'a délivré à 4500 personnes l'année dernière, le même jour. Donc, on a développé ce nouveau format quand on veut scale, quand on veut justement faire du grand. C'est que de l'interne. Hein. Donc, à part la conception, la co-conception qu'on a faite avec cette experte sur le format, tout le reste, c'est de l'interne. Donc, pour former 4500 personnes à comment j'apprends à apprendre, moi, je n'ai pas trouvé de modèle moins cher que de faire ça. Voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Valérie. De ton côté, intéressant de t'entendre aussi chez Deezer. C'est quoi les formats? Qu'est-ce que vous faites pour que ça marche? Alors, nous, on a moins de volume, hein, donc on fait des choses un peu plus sur mesure. On peut se permettre d'être un peu plus dans la dentelle, couture. Donc, on a effectivement nous, on a développé en fait des façons de faire où on se dit on fait un socle commun. Donc, on va dérouler sur une thématique les fundamentals qui vont être derrière déployés toute la population qui va être ciblée. Puis ensuite, on va faire des choses un peu pick and choose en fonction de leur envie d'aller plus loin. Donc, je prends l'exemple, tu avais évoqué tout à l'heure les formations sur le feedback. Hein. Donc, on a voulu développer, mettre en place la culture du feedback dans le groupe. Donc, là, on est au milieu du chemin. On n'a pas encore terminé, mais on a développé tous les fondamentaux. Donc, c'est un atelier qu'on a mené, nous, HR. Donc, on n'a pas aussi... on a fait comme toi, Pauline, on n'a pas outsourcé ça en se disant ça, c'est important que ce soit fait par nous. Et derrière, on leur a donné la bonne opportunité d'aller se former chez Nouma, pour les conversations difficiles. On a fait du co-développement et on a fait du micro-learning. Donc là-dedans, s'ils ne trouvent pas leur bonheur, c'est un peu compliqué. Et puis maintenant, on roll out à l'ensemble de l'entreprise avec justement les managers qui ont été formés. Donc ça nous permet effectivement dans nos formats de multiplier les différents moyens de formation, et ce qui fait que les apprenants, quels qu'ils soient, à la fin, vont pouvoir trouver toujours quelque chose qui leur correspond, que ce soit en termes de temps passé ou en termes d'intérêt. Mais le socle commun, c'est le même pour le coup, c'est les mandatories, ils sont obligés d'y passer, et c'est pour tout le monde. Donc ça, c'est un des formats. Et puis, clairement, sur le e-learning, ça marche très très bien chez nous, forcément, avec une culture plutôt digitale et tech. Mais on essaye de plus en plus aussi de faire du présentiel, parce que malgré tout, cette force, effectivement, d'être au contact de ses pairs et puis d'échanger, c'est quand même plus fort quand c'est en vrai, en real life, que via des écrans interposés. Mais ça marche très bien aussi en e-learning, hein, avec une bonne animation, ça marche aussi très bien. Donc voilà.
Et je voudrais qu'on revienne sur ce sujet d'apprentissage par l'interne. Quand on préparait, tu nous parlais de compagnonnage. Oui, ça c'est mon mot un peu à l'ancienne, ouais, le compagnonnage. Ça c'est très fort. En fait, ce que j'ai découvert chez Deezer, c'est que comme on est une boîte de tech, il faut toujours qu'on soit hyper en avance sur les technologies employées, surtout que nous on est une plateforme de streaming musical, donc il y a un moteur de recommandation. Donc quand on tire la ficelle, c'est l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Donc si on n'est pas à la pointe de ce qui se fait aujourd'hui sur la recommandation d'intelligence artificielle, notre produit il est en retrait. Donc il y a un vrai besoin d'avoir des équipes dans la partie qui représentent un peu plus d'un tiers de nos effectifs quand même, les tech, qui soient au top de leurs compétences. Et donc ils se sont auto-organisés pour finalement faire du transfert de compétences en interne. Donc on a vraiment comme un espèce de petit campus interne, donc avec un centre de ressources pour la partie théorique, des shadowing pour la partie mentorat, et puis des vrais experts qui ont été détectés par la communauté, pas seulement par le management, par la communauté, comme étant des gens auprès de qui on peut apprendre. Et donc, ces gens-là, dans leur job desk, il y a effectivement le fait d'aller faire du compagnonnage et donc de transférer les compétences. Et le peer-to-peer, on est en train de tirer le fil. Et on le fait aussi avec des peer-to-peer externes, parce que encore une fois, il n'y a pas mieux que quelqu'un qui a déjà raté quelque chose, qui a déjà eu des succès dans cette situation très spécifique et qui le transmet, qui en a déterminé des modèles ou des façons de faire. Et donc le peer-to-peer, c'est très fort pour des populations comme les nôtres qui sont issus de la Gen Z, qui ont besoin d'avoir un knowledge assez rapide et tout de suite efficacement transposable. Je vous fais une petite parenthèse, mais j'adore cette notion de découvrir les experts cachés au sein de l'entreprise, pas forcément que par le management justement, mais par d'autres moyens, et pour les faire diffuser le savoir. Je crois même que tu nous disais que vous êtes reconnu pour ça par certaines écoles qui vous envoient leurs étudiants à former en interne chez Deezer. Oui, on a eu des sollicitations pour monter des campus, un campus interne, un campus chez nous, qui permettent effectivement de former des jeunes externe, donc au métier du développement, peu importe quel type de métier tech derrière d'ailleurs. Donc ça a toujours trotté dans la tête de notre CPTO, on l'a jamais fait. Parce qu'il faut du temps, et puis on n'est pas très gros, on est que 600 personnes au global, donc il nous faut quand même du temps pour faire ça. Mais ça a toujours été quelque chose qui était en l'air, oui, chez Deezer. Je crois beaucoup à cette notion de comment l'entreprise peut aussi devenir formatrice pour l'externe, pour les étudiants notamment, et d'autres communautés, hyper intéressant. Quand on parle de formation, un des sujets qui est clé aussi, quand on parle d'impact, c'est de donner envie aux collaborateurs et du coup d'arriver à marketer la formation. C'est un sujet sur lequel j'ai un peu travaillé moi, et ça m'intéresse de t'entendre, Pauline, à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le marketing de la formation chez Kering ? Ouais, alors moi, ça fait 10 ans que je travaille dans des organisations où le produit est au cœur de ce qu'on fait. Quand on travaille dans la mode, le produit est vraiment important. Ça n'est pas, on fait pas des boulons, quoi. Je dis pas que les boulons sont pas importants, hein. C'est très important, les boulons. Je pense que du coup, il faut leur donner envie. Et quand on a fait notre audit, on s'est rendu compte que notre plus gros problème, c'était d'amener les gens jusqu'à la formation. C'est-à-dire qu'on avait des taux d'annulation beaucoup trop importants. Des taux de je viens, mais en fait, je viens pas, j'annule à la dernière minute parce qu'il y a une urgence qui tombe. Et donc, on s'est dit, en fait, ce qu'il faut qu'on arrive à mettre en place, et c'est pas seulement un truc de formation, c'est un truc de talent management en général, c'est la formation fait partie de l'employabilité, elle fait partie du développement des compétences, elle va aider à la mobilité interne. Enfin, il y a tout vraiment une transformation culturelle qu'on est en train de travailler. Et donc, nous, on a mis les compétences au cœur. Alors, on dit compétences, ça a l'air un peu bateau, mais en fait, on est vraiment en train de construire une machine de guerre sur le thème de la skill. C'est comme ça qu'on va recruter, c'est comme ça qu'on va évaluer, c'est comme ça qu'on va développer, c'est comme ça qu'on va recruter. Enfin, vraiment, on va faire le 360 autour de ça. Et donc, nous, on avait vraiment besoin, à ce moment-là, de leur donner envie de venir. Et moi, je crois vraiment que mon job, c'est ça, c'est de leur donner envie. De les aider à identifier pourquoi ils apprennent.
Est-ce qu'ils apprennent pour être bons dans leur job aujourd'hui? Est-ce qu'ils apprennent pour le job d'après? Est-ce qu'ils apprennent parce qu'ils ont une passion et que juste ce sujet-là, ils ont envie d'en savoir toujours plus? Et une fois qu'ils ont identifié ce pourquoi, alors ils peuvent commencer à mettre en place des plans de développement, etc. Donc notre masterclass l'année dernière, elle était sur le thème très individuel de « j'apprends à apprendre ». Et donc ça veut dire quoi pour moi? Moi, personnellement, Pauline, dans mon job, etc., qu'est-ce qui me fait envie? Pourquoi? Qu'est-ce que ça va me donner? À partir du moment où ils sont clairs là-dessus, moi, je crois que le reste, ça vient tout seul. Et donc, après, il faut leur donner effectivement les outils, les ressources, le temps. Mais déjà, on a vu, entre l'année dernière et l'année d'avant, on a vu une amélioration de nos taux de drop-off et de choses comme ça. On reviendra sur les indicateurs juste après. Ouais. Mais l'autre truc, si tu veux, c'est que nous, on a 75% des gens qui ont moins de 42 ans dans notre entreprise. 75%. Donc, on n'est pas en train de parler à des gens qui sont en fin de carrière. Chez nous, c'est pas vraiment ça le sujet. On aimerait beaucoup, mais c'est pas ça le sujet. Et on a des très forts turnovers. Donc, on a une obligation vis-à-vis d'eux de leur donner cet espace-là pour apprendre. La notion d'employabilité, mobilité, etc. Hyper intéressant, merci beaucoup. Valérie, de ton côté, est-ce que pour une boîte tech, finalement, c'est plus facile ou moins facile de donner envie d'apprendre? Alors, les deux, mon capitaine. Moi, j'adore ton idée de Learning Day. Hein. Je vais te le piquer. J'ai le droit? Ouais. C'est open source. Mais c'est génial. Donc, je pense que pour quelqu'un qui travaille dans le digital, quel que soit le métier, hein, pas forcément en tant que dev ou un G, mais même au market, etc., ça fait partie un peu de la survie, de rester à un niveau de compétence actuel. Donc, ils sont un peu obligés d'y aller. Donc, il y a une forte demande, il y a une forte appétence, et ça, c'est sûr. Par contre, est-ce que ça va chercher parfois un peu leurs points morts, enfin leurs angles morts, ou les vrais endroits où on a besoin vraiment de développer, comme les skills managériales, de leadership, etc. Là, on va peut-être pas avoir 100% d'envie des gens d'aller creuser ça. Donc, c'est à nous aussi, effectivement, de développer des programmes qui soient, comme tu l'avais dit, très justement appétants, mais aussi qui soient moi je crois, en tout cas pour notre population, qui soient vraiment reliés à leur activité au quotidien, qui puissent s'y retrouver et qui se disent « Ok, ça c'est directement actionnable et je peux l'utiliser ». Ça veut dire concrètement qu'il y a plus de gens qui sont volontaires pour des formations IA génératives que feedback, par exemple? Très certainement. Mais en plus, pour le IA génératif, comme tu dis, c'est encore pire que ça. C'est que nous, on ne trouve même pas de formation sur le marché qui soit à niveau de nos collaborateurs. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est même eux qui donnent des cours à l'extérieur parfois ou qui transfèrent. Donc, pour certaines vraiment skills très techniques, on a la chance de faire notre produit en France. Deezer, c'est fait en France. Voilà, c'est pas dans la Silicon Valley que sont développés, ou en Inde que sont développés notre produit. Donc, les compétences qui fabriquent le produit et la plateforme sont là. Donc, c'est obligé. Si on veut avoir un produit qui soit un peu moderne, qui apporte des innovations, on n'a pas le choix. Par contre, les soft skills, c'est plus compliqué. Mais même sur certaines skills, peut-être un peu plus liées à des choses connexes à leur pur côté un peu professeur tournesol, là, même si ça reste un peu hard skills. Voilà, ils y vont, mais ils y vont moins. Traînant un peu les pieds. Super intéressant. Merci beaucoup. Et quand on parle de formation, on a parlé de format, on a parlé de facteurs clés de succès avec le marketing de la formation. Un des sujets qu'on entend beaucoup et quand on parle aussi à certaines d'entre vous, c'est le ROI de la formation. Mais tout ça, comment on arrive à mesurer le succès? Alors, Pauline, tu disais, on commence à voir des choses qui avancent, mais du coup, ça peut paraître une question bateau, mais finalement, elle n'est pas si bateau que ça. C'est comment vous mesurez? Quelle est la vision de succès et les indicateurs de succès sur les programmes que vous lancez? Alors, le rêve, ça serait de savoir avant où est-ce qu'ils en sont et après où est-ce qu'ils arrivent. Bon, ça, on ne sait pas faire encore. Si quelqu'un sait faire, je suis hyper preneuse. De toute façon, c'est que du self-assessment. Donc, nous, on a choisi de se concentrer sur d'autres critères. On a mis en place déjà 3 questions qu'on pose systématiquement dans toutes nos formations, quoi qu'il arrive. Évidemment, est-ce que vous êtes content? Mais on est bien d'accord que ça ne nous donne pas une réponse sur l'impact. Donc, on la pose pour savoir, parce qu'on a envie de savoir. Et puis parfois, ils ne sont pas contents et c'est pas grave. Mais en tout cas, on a envie de savoir. La deuxième, c'est sur comment est-ce qu'eux, ils mesurent le retour sur investissement.
que ça valait le coup d'être là? Et en fait, ils vous le disent quand ils trouvent que ça valait pas le coup. Donc, c'est intéressant à savoir. Le troisième, c'est est-ce que vous recommanderiez ça à vos pairs? Et puis maintenant, cette année, on a ajouté 2 nouveaux critères. Le premier, c'est effectivement combien de personnes ont annulé avant de venir. Et ça, c'est vraiment un tracker, en fait, parce que quand on part de nombres importants, quand on voit que les gens, en fait, tout à coup, ils osent plus annuler ou ils le font plus, bon, est-ce que c'est la culture qui a changé autour ou est-ce que c'est le contenu de la formation qui leur est arrivé jusqu'aux oreilles? En tout cas, on se dit qu'on a gagné quelque chose. Et ce qu'on a gagné pour sûr, c'est du temps et de l'énergie de l'équipe. Et puis le dernier, nous, on est un centre de formation, en fait, en interne. Donc, on refacture. Donc, en fait, on a des stats financières qui sont est-ce que nos formations sont rentables? Je vous rassure, on ne gagne pas d'argent. Hein, ça, ce n'est pas l'objectif. Mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que les gens les achètent? Est-ce que les marques investissent toujours autant d'une année sur l'autre? Et en fait, tout comme une entreprise qui vendrait des services de l'externe, on a aussi des indicateurs financiers. Hyper intéressant, merci beaucoup. Côté Deezer, est-ce que finalement c'est facile, pas facile de fixer des indicateurs, notamment parce qu'il y a une culture tech qui est peut-être inhérente, qui aime faire du feedback? Comment ça se passe? Ouais, alors je rejoins quand même Pauline. À un moment donné, c'est quand même hyper compliqué de mesurer vraiment un upskilling, à moins de faire des assessments avant-après. Voilà, c'est un peu compliqué. Et puis ça coûte cher, c'est long. Et c'est lourd. Alors nous, on est by far pas aussi avancé que Pauline sur le sujet. Par contre, comme on est à taille humaine, ça nous a permis quand même, là, j'ai vu sur quelques programmes, la plupart en fait, de faire ce qu'on fait, c'est qu'il y a le self-assessment, mais on fait aussi l'assessment par le manager. Donc quand on sait que pour certaines fois, c'est compliqué de s'assesser soi-même, où on se dit oui, je suis hyper fort maintenant, le manager peut être un peu plus nuancé. Donc, ça nous permet d'avoir une voix, je ne sais pas plus neutre, mais en tout cas une deuxième voix pour pouvoir assesser ces points-là. Après, nous, effectivement, il y a une culture de feedback très développée qu'on a repoussée, comme je l'ai dit là, dernièrement. Donc, ils se font beaucoup de high five. On a des outils pour ça. Ils adorent les outils digitaux, donc ils l'utilisent beaucoup. Et donc, on sait assez vite, en fait, où il y a quelque chose qui a marché ou qui n'a pas marché. Généralement, c'est assez transparent, ils le disent. Mais c'est pas très scientifique. Voilà, c'est pas très organisé. On peut progresser. En tout cas, c'est un sujet qui revient et qui reviendra, et personne n'a encore trouvé exactement la bonne réponse sur ce sujet, mais on voit qu'on commence à progresser. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question en ouverture, et puis après je vous laisserai évidemment poser vos questions dans la salle et en ligne. Un des sujets qui m'anime et qui me passionne, moi, on parle beaucoup du quoi apprendre et du comment apprendre finalement. C'est plus du pourquoi apprendre et pourquoi travailler le pourquoi apprendre via du développement personnel, etc., peut justement développer cette envie d'apprendre. C'est quoi votre vision à ce sujet? Ça m'intéresse de vous entendre. Pauline, tu avais commencé à en parler? Ouais, l'année dernière, on a vraiment promu ce sujet d'apprendre à apprendre. Ce qui était intéressant, c'est que j'en parlais autour de moi. Et comme nos stats de digital learning ne sont pas géniales, voilà, il n'y a pas tant de gens que ça qui y vont, il n'y a pas tant de gens que ça qui consomment, on finissait par se dire, mais en fait, les gens, ils n'ont pas envie d'apprendre. Et puis, on a fait le Global Learning Day. Et là, on s'était dit, si on a 5-6 000 personnes qui se connectent sur la journée, on a une conférence en ligne, on a des masterclass, on a des ateliers, on sera déjà super content. Et en fait, là, on a été complètement overwhelmed. Enfin, on a été dépassés. On a fait 3 fois ça. Et on s'est rendu compte de l'appétit gigantesque qui existe, en fait. Et il est là. Et donc, on s'est dit, cette année, on va travailler sur le pendant. C'est-à-dire, une fois que moi, je sais comment j'apprends, comment j'aide les autres à apprendre. Et donc c'est dans 2 jours, donc j'ai pas les chiffres. Je vous posterai ça si vous voulez. Mais l'idée, c'est quand même que on est à 2 jours des événements, on a plus de 6 000 personnes qui se sont inscrites aux ateliers, sachant que l'année dernière, on en a eu en tout 4 000. Donc je pense qu'on est bien parti pour faire mieux que l'année dernière. Et il y a vraiment quelque chose c'est un moment que les gens ont décidé de s'approprier pour pouvoir partager avec les autres ce qu'ils font. Donc, chez Bottega, par exemple, au siège, ils ont décidé qu'on n'a pas le droit de faire de réunion. Et ils l'ont mis en place l'année dernière.
Les gens étaient un peu surpris, ils se sont dit « Ah bon, pour de vrai ?» Et puis cette année, quand on a ouvert la plateforme avec leurs événements, on a eu 500 connexions dans la minute et du coup, la plateforme a craché. Donc oui, en fait, ça a vraiment bien marché. De son succès. Exactement. Donc moi, je crois que en fait, les gens, ils ont très, 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 très envie. Je suis vraiment convaincue de cet appétit et de cette énergie. Je pense que dans la salle, la moyenne d'âge va être d'accord avec moi. La question, c'est comment on crée un environnement où c'est OK. Parce que bien sûr qu'évidemment, on doit prioriser, etc. Mais c'est pas si facile que ça de prioriser. Moi, je trouve que quand on voit le nombre d'écoutes des podcasts qui parlent de développement personnel, le nombre de suivis des comptes Instagram et des chaînes YouTube, etc., on voit qu'il y a une immense envie d'apprendre sur ces sujets-là. Et pas pour être seulement un bon manager, juste pour être une bonne personne et travailler sans s'entretuer. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on capitalise sur cette soif d'apprendre de nos collaborateurs et qu'on arrête de se dire « il faut que j'envoie mon catalogue de formation ». Non, en fait, les gens, s'ils ont envie d'avoir l'information, ils pourront le trouver. En revanche, créer une culture dans laquelle c'est OK de dédier du temps et de l'énergie à ça, c'est vraiment ce qui va nous faire gagner, je pense. Valérie, tu veux réagir sur cette notion d'envie d'apprendre ? Alors moi, ta question, elle m'avait un peu déstabilisée au début en me disant mais pourquoi tout le monde a envie d'apprendre ? Bah oui, c'est quoi le sujet ? Et puis effectivement, quand tu creuses un peu, tu as raison de poser cette question-là. C'est-à-dire que c'est pas forcément, ça vient pas forcément en tête tout de suite. Bon, alors moi, je crois que plus on a un leadership ambitieux pour l'entreprise, plus on met les barres assez hautes, voilà, en termes d'exigence, de qualité de delivery, de qualité de service au client, peu importe quoi, en fait, tout dépend du business dans lequel on bosse, plus les collaborateurs ils ont envie de se dépasser. Et pour faire l'extra mile, il faut se muscler. Donc, je pense que ça joue énormément. Et si on relie, et j'en reviens à la première question, si on relie au pourquoi on fait voilà, ce learning-là, cette masterclass-là, etc., et en quoi ça donne du sens, je pense que là, on boucle la boucle et on répond à ta question. Donc ça, c'est le point. Voilà, c'est ce qui viendrait comme ça en priorité. Après, est-ce que nous, on fait quelque chose pour donner envie aux gens d'apprendre ? Je pense que c'est plus par les formats. On a de la chance, je pense que toi aussi, en fait, dans le luxe, c'est quand même des secteurs attractifs. Donc nous, on a de la chance d'être dans la musique. Donc, on relie beaucoup à la musique ce qu'on fait. On donne des petits cadeaux. Voilà, aujourd'hui, il y avait une masterclass sur les croyances limitantes. Donc, c'est dans le cadre du Women's Month, mais on l'a ouvert aux hommes aussi. Et donc, pendant 1h30, ils ont réfléchi à leurs propres croyances limitantes et puis comment ils ont travaillé ça avec une coach. Donc, on donne aussi des petits cadeaux comme ça qui leur permet juste un petit thème, voilà, quelque chose d'assez ponctuel, de pouvoir se poser des questions à eux-mêmes et de commencer à se dire, bah oui, pourquoi je ne travaillerais pas ça ? Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup. C'est l'heure de conclure, mais avant, bien sûr, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose chacune ? Quelque chose qu'on n'aurait pas abordé sur ce sujet de là ? On a beaucoup parlé. On est pile poil dans les temps, 3 quarts d'heure, nickel. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Ouais, Daria. Bonjour, je m'appelle Daria, je travaille au sein de Louis Vuitton et j'ai une question parce que vous avez toutes les deux mis en place les codev. Ayant aussi expérimenté ça chez Louis Vuitton, c'est pas évident de le mettre en place à l'échelle de l'entreprise. Et donc, comment vous avez fait et surtout, qu'est-ce qui a bien marché, peut-être qu'est-ce qui n'a pas marché quand vous l'avez mis en place ? Nous, on l'a mis en place, on lui a pas donné le nom de codev, on a dit que c'était un programme de formation. Et donc, on a juste dit, c'est un programme de formation qui s'appuie sur les savoirs les uns des autres. Enfin, on a fait du marketing, quoi, hein, soyons clairs. Donc, on ne l'a pas appelé comme ça. On fait beaucoup de co-rés. En fait, assez souvent, s'il n'y a pas de coach, ça devient un co-résolution plutôt qu'un co-développement. Donc, c'est difficile de rester rigide sur la méthodologie. J'ai d'ailleurs échangé avec nos amis de la Société Générale qui ont une personne qui est dédiée à l'implémentation du codev pour l'entreprise. Je me suis dit qu'on était très, 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 très loin de ce niveau d'expertise. Mais en fait, c'est comme ça qu'on ne dit pas que ça a ce nom-là. Et puis après, on l'a mis en place dans des programmes comme une brique supplémentaire. Et notamment pour les top dirigeants, en fait, c'est ce qu'ils préfèrent.
Parce que parler avec leurs pairs qui ont les mêmes problématiques, qui ont des expériences similaires, qu'ils respectent, en fait, ça a une valeur pour eux, mais immense. Ils se sentent déjà moins seuls. Et ensuite, ils apprennent de chacune des histoires des autres, parce qu'en fait, ils ont des métiers très, très proches et des problématiques très, très proches. Donc voilà, c'est ça qu'on a fait. Valérie, tu veux réagir ? Je suis complètement en ligne avec ce que tu dis. Moi, je rajouterais que, comme disait Pauline, c'est quelque chose qui vient en top. Ça ne doit pas remplacer un learning fondamental quel qu'il soit. Et puis, moi, je pense que ce qui marche aussi, c'est quand ce n'est pas délégué. Quand c'est fait par soit, pourquoi pas une ligne managériale qui anime, soit les HR. Peu importe quel HR, mais par les HR. Moi, j'aime bien les HRBP parce que justement, ils connaissent l'ICA, ils connaissent les business et puis ils sont vraiment dans leur quotidien avec nos managers. Mais je pense que ça, c'est clé parce que si on veut bien modérer, si on veut bien animer, si on veut bien relancer, si on ne comprend pas de quoi il est question en relatif du terrain, en fait, ça ne marche pas. Mais ça, c'est une conviction. Mais je pense que c'est ça pour moi, une des clés de la réussite du comité du co-développement, c'est l'animation et par un animateur qui est éclairé sur ce qui se passe dans la vie des gens qui sont autour de la table. On revient à cette notion de proximité terrain et d'ancrage. Complètement. Merci beaucoup. D'autres questions ? Quelqu'un veut réagir ? Ouais, super. Merci à ceux qui posent des questions. On aura peut-être une question en ligne aussi. Bonjour, du coup je m'appelle Anna, je suis chez Decathlon Digital. Moi j'avais un peu de questions en une pour vous. La première, c'est comment vous gérez, notamment peut-être dans la tech, cette notion d'obsolescence de la compétence. Et la deuxième, c'est comment, du coup dans cette notion-là, vous arrivez à gérer le flux de la formation alors qu'au final le temps de formation de nos collaborateurs il reste limité. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai répondu tout à l'heure là sous le système un peu de compagnonnage, c'est-à-dire que c'était organisé. Moi, je suis arrivée, j'ai découvert ça, j'ai trouvé que c'était vraiment ultra puissant. C'est les équipes qui se sont organisées elles-mêmes. Il n'y a pas eu d'intervention HR du tout, comme quoi parfois on est utile, mais parfois il faut faire confiance au management. Donc, en fait, ils se sont vraiment organisés entre eux. Donc, ils ont créé cette lignée de compagnonnage là, donc avec ces experts leads qui sont vraiment identifiés par les équipes comme étant les formateurs. Ils ont créé leur librairie de documentation. Donc, et c'est pas juste je mets de documentation technique, c'est que je mets aussi derrière une ligne éditoriale quasiment de pédagogie pour pouvoir rentrer dedans. Donc, tous les collaborateurs peuvent rentrer et avoir accès en libre accès au savoir théorique. Et puis après, ils font du shadow. Donc, je vais passer 1 heure, 2 heures, une demi-journée donc avec un des experts leads et puis je vais apprendre avec toi. Donc, vraiment à côté de toi. Donc, je pense que ça, c'est du coup on the fly. Donc, ça répond à votre question de réactivité. Et puis après, ce dont on a besoin et qu'il faut absolument faire, parce qu'on ne l'a pas en interne, bien évidemment, on va l'acheter en externe et on va les former sur ces sujets-là. Mais encore une fois, on a de la chance parce que dans le streaming musical, il n'y en a pas 12 milliards des plateformes. Donc, du coup, d'être un peu en avance en France sur ces sujets. Alors, on est prêt, les langages et technologies, évidemment, ils vont aller se former, mais ils vont passer les certifications, etc. Mais ça, c'est sur étagère. Enfin, tout le monde les trouve. Donc, je ne suis pas sûre qu'on soit bien différent d'ailleurs. Mais c'est vraiment ce learning interne organisé en peer-to-peer, et c'est vraiment organisé. Enfin, je veux dire, c'est pas juste il y a une initiative, c'est quelque chose qui est structuré, qui est établi. Les gens sont nommés en conséquence, sont détectés en conséquence. Oui, moi je dirais petit et souvent. En fait, je pense qu'attendre d'aller en formation 2 jours, c'est une waste of time. Donc petit et souvent, trouvez votre podcast préféré ou votre animateur préféré ou votre chaîne YouTube préférée et en fait dans le métro, le petit et souvent, je pense que c'est ce qui gagne le plus. Moi, un des trucs qu'on fait avec l'équipe, c'est qu'on a un call toutes les semaines et je suis arrivée en Covid, donc on a commencé, et puis j'ai la moitié de mon équipe en Italie, donc de toute façon, nos calls, ils sont digitaux et on fait un learning of the week. Win or fail of the week. Enfin voilà, et on le fait toutes les semaines. Et en fait, au début, je me souviens, l'équipe disait non mais en fait, moi il s'est rien passé pour moi cette semaine parce que ils trouvaient que c'était trop petit.
Et puis en fait, ils se sont rendus compte que non, il n'y a pas de truc trop petit. Et puis en fait, même s'ils apprennent ça à ce niveau-là, du coup, pour tous les autres membres de l'équipe, c'est un moment de se dire ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là, ou ah bah pour moi, ça fait... Voilà. Et donc ça, c'est activer le muscle. Puis après, on choisit où est-ce qu'on l'active, dans quelle direction. Mais ça, au moins, ça permet à tout le monde de se dire c'est tout le temps, c'est pas une fois de temps en temps. J'aime bien ça. Bah, c'est bien. Nous, il faisait le win of the bi-monthly, c'était pas tout of the week. Et donc, c'est bien parce qu'on fait de la satisfaction, de la congratulation, mais effectivement, t'apprends rien. Donc, c'est pas bête. Hein, c'est faux. The fail of the week, ouais, c'est moins positif. Non, mais le learning, c'est bien. C'est mieux parce que tu mets plus ta vulnérabilité. Ouais, t'as raison. Donc, soyons vulnérables. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, d'accord. Merci beaucoup pour vos 2 interventions, c'est très inspirant. Moi, j'ai une question. Quelle est la place de la gamification et du reward dans la participation aux formations ? Est-ce qu'il y en a ou pas ? Alors, ouais, alors nous non, pas de gain. Parce que alors c'est pas parce qu'on veut pas rewarder, c'est que je pense que déjà le fait d'avoir accès, si on fait des formations justement pas en catalogue, hein, pas le besoin de formation individuelle, bon qui parfois est justifié, mais pas tout le temps, hein, on remplit des cases. Je pense que là, si ça a du sens, que vraiment il y a un apport, ça fait partie du reward du collaborateur aussi d'avoir accès à des programmes qui sont parfois de très bon niveau. Après, la gamification, c'est un autre sujet. Et là, nous, on est en train de réfléchir à des programmes, et notamment un programme leadership, au fait qu'il va pouvoir amener un peu de gamification dedans. Et en fait, là, je pense qu'on active des choses qui sont plus de l'ordre, justement, du jeu au bon sens du terme. Et donc, on ne gagne pas grand-chose si c'est des trucs virtuels. Mais au moins, ça nous permet d'avancer et ça nous permet effectivement de déterminer qu'on a eu une progression. Et donc, de façon concrète, en fait. Donc ça, je trouve ça plus intéressant. Je ne pense pas qu'il fallait le faire partout, mais je trouve ça plus intéressant. Après, finir une formation et avoir un cadeau, je pense qu'on revient sur pourquoi on apprend. Et je pense que ce n'est pas forcément une finalité qui me semble intéressante immédiatement. Mais en tout cas, merci d'avoir posé la question parce que ça m'a fait réfléchir. Alors, ça fait écho à une discussion qu'on a beaucoup avec mon équipe qui est « Est-ce qu'il faut souffrir pour apprendre ou pas ?» Donc j'avais un manager que Dieu sait que j'adore qui me disait « Non, on n'est pas obligé de souffrir, ça peut être que à travers le jeu. » Je lui dis « Je suis d'accord, mais tu l'apprends dans ta tête, mais tu ne la vis pas. » Donc évidemment, on n'a pas de formation quand on va à une formation. Parce que, en fait, le cadeau, c'est la formation. En revanche, moi, je suis tout à fait pour la gamification sur l'engagement. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, c'est pas sur est-ce que je vais apprendre quelque chose ou pas, c'est est-ce que je vais y aller. Et donc, typiquement, là, sur le Global Learning Day cette année, on a gamifié. On n'a pas gamifié le contenu, mais on a gamifié la plateforme parce qu'on a envie que les gens y aillent, on a envie qu'ils regardent l'agenda, on a envie qu'ils mettent une photo d'eux, on a envie que... Et ce qui gagne, ce sont tous des prix liés à l'apprentissage. C'est une subscription à un magazine, à la HBR, un machin, c'est un Coursera, donc tous les gains sont liés à l'apprentissage. Donc pour moi, c'est une manière de les faire venir et d'engager les gens, mais c'est pas directement lié au contenu. Ça répond ? Voilà. Je sais qu'on arrive à la fin du timing, mais on a une question en ligne qui a été posée, et qui est une question d'Olivia, et qui demande pour vous, donc dans vos entreprises respectives, quels vont être vos gros enjeux learning, formation en 2024, sur quoi vous allez vous concentrer ? Alors nous, on a définitivement des enjeux sur le leadership. Parce que comme dans toutes les boîtes de la tech, on a des gens qui ont grandi par la mobilité interne et c'est super, mais du coup qui ont besoin d'être musclés un peu plus sur ces thèmes-là. Et puis en fait, on en réfléchit avec le patron de Lino là, donc ça va peut-être pas forcément être 24/24, ça va peut-être
être début d'année prochaine. Mais on se dit, bon, ok, l'AI, ça va apporter quoi en termes de changement dans les modes de travail? Ça va apporter quoi dans les job desks des gens? Parce que forcément, ça les transforme. Et du coup, en quoi l'être humain va devenir plus puissant qu'une machine et la machine doit rester qu'un complément, en fait. Donc, on réfléchit beaucoup autour des soft skills, de l'émotion, de la collaboration qu'une machine peut peut-être moins faire. Et on réfléchit aussi sur les analytics, c'est-à-dire jusqu'où l'être humain peut penser quand la machine en fait fait que calculer. Donc on travaille aussi sur ces réflexions autour des analytics. Mais rien de concret encore n'en est sorti, donc je ne peux rien vous partager. Pas de scoop. Nous, on a notre Global Learning Day, donc on aimerait bien savoir à quoi ça va ressembler et puis réfléchir à ce qu'on va faire l'année prochaine, parce que ça se fait très très en amont avec les équipes. Donc ça, c'est définitivement un sujet important. J'ai un gros sujet d'architecture de système qui est vraiment passionnant. S'il y a des gens qui sont très bons là-dedans, il ne faut pas hésiter à me dire bonjour. Sur l'architecture de tous nos outils digitaux et le niveau de complexité que c'est de rajouter des couches sur des couches. Et puis après, j'ai un gros sujet sur les compétences et mettre en place tous les outils. Donc les outils sont en train d'être mis en place autour de la gestion des compétences pour les collaborateurs. Mais mon sujet, c'est comment je forme les RH. Puisque du coup, j'ai une communauté de 600 à 800 RH qui vont devoir aller au feu, porter ce sujet, être capable d'en parler, de challenger les managers, de les accompagner, etc. Donc pour qu'ils puissent le faire, moi, je dois les former. Et donc ça, c'est mon sujet principal. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé en toute transparence. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous tous, à vous toutes de nous avoir suivis en ligne et en présentiel pour cet après-midi. C'était un peu un pari d'organiser une après-midi en mars et finalement on a fait exploser complètement les compteurs et en ligne et en présentiel. J'espère que ça vous a intéressé. La promesse de Forward, c'était de vous faire gagner un temps d'avance sur ces sujets. RH, de transformation, de learning. J'espère que vous y avez trouvé du fond. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez apprécié ces moments avec nous. J'espère qu'aussi vous avez apprécié les connexions qu'on a pu créer.